Donc on va poursuivre avec professeur Pernaut qui va nous parler de l'ischémie de la main et nécrose digitale, diagnostic, bilan et traitement. Professeur Pernaut de Grenoble, hein, il faut bien le préciser. De Grenoble. Bien, bonjour à tous, merci de l'invitation. Hein, celui-là. Et le pointeur, c'est... Ah, ça c'est pour passer. Ok, d'accord. Bien, donc je vais vous parler d'ischémie de la main et d'ischémie digitale. Alors, il y a un certain nombre de points qui ont déjà été abordés pendant ces différentes sessions. On va refaire un petit peu une overview et voir un petit peu également quelques étiologies sur le plan médical, parce qu'en gros, pour nous, dans les ischémies digitales, il y a des causes, on va dire, de type mécanique, qu'elles soient emboliques, thrombotiques, etc., etc. Et puis, il y a des causes de type systémique, que ce soit des connectivites ou un certain nombre de pathologies générales qui peuvent être associées. Alors, on a des stratégies d'exploration face à une ischémie digitale ou de la main qui va prendre en considération un certain nombre de choses. D'une part, le mode d'installation de type aigu ou chronique, ce qui est aigu ayant plutôt trait à tout ce qui est embolique, thrombotique, etc., alors que là, on a plutôt des considérations de type maladie générale. Les caractères unis ou bilatéraux, avec là encore, en fait, des pathologies un peu systémiques dans le cadre de la bilatéralité. Et puis un certain nombre d'éléments que l'on va recueillir au cours de l'examen clinique ou de l'interrogatoire. L'existence d'un syndrome de Raynaud associé, on en a parlé tout à l'heure. Bien entendu, les activités professionnelles ou les activités de loisirs de type sport, et ça a été déjà été abordé. Des éléments d'orientation vers une connectivite ou une vascularite, est-ce qu'il existe une symptomatologie dermatologique associée, des arthralgies, etc., etc. Le point sur les facteurs de risque cardiovasculaire d'une manière générale, et puis quelques données biologiques qui ne sont pas très compliquées, mais qui vont nous permettre effectivement de pouvoir avancer sur le plan de la démarche étiologique. Alors sur le plan des moyens d'exploration que l'on a à disposition, sur le plan de l'imagerie, ben, effectivement le premier examen que l'on a, c'est l'écho-doppler vasculaire. Ensuite, on peut avoir recours à un certain nombre d'imageries de type angio-TDM ou IRM lorsque l'on a besoin, par exemple, d'explorer, on l'a vu tout à l'heure, les troncs sous clavier. Et puis ensuite, on va rentrer dans des domaines un petit peu plus particuliers, notamment dans l'exploration des connectivites, avec l'utilisation des capillaroscopies, essentiellement à visée du diagnostic des sclérodermies, et puis tout un arsenal également d'examens complémentaires, notamment à visée du diagnostic des cardiopathies emboligènes. Je crois que Nino en a parlé tout à l'heure aussi. On fait des évaluations fonctionnelles, notamment du niveau et de la sévérité de l'ischémie, par des mesures de pression digitale, par différentes techniques, soit de type laser Doppler, soit de type plethysmographie, qui vont nous permettre de quantifier l'ischémie, notamment en cas d'ischémie digitale sur le doigt qui est atteint, mais également de quantifier le niveau d'ischémie sur l'ensemble des doigts, lorsqu'il existe des atteintes qui sont multifocales au niveau des doigts. Et puis des évaluations biologiques, on verra tout à l'heure, qui ont trait essentiellement à la démarche de type étiologique. Alors l'examen écho-doppler des membres supérieurs est surtout très intéressant lorsqu'il existe une ischémie de type unilatérale et aiguë ou subaiguë, tout simplement parce qu'en fait les étiologies que l'on va retrouver sont parfaitement compatibles avec la rentabilité de cet examen-là. L'échographie Doppler va nous permettre de préciser le niveau lésionnel et souvent le mécanisme à l'origine de cette ischémie, soit à type d'obstacle sur les artères de différents calibres, soit d'artériopathie emboligène avec des anévrismes essentiellement sur l'artère cubitale, et puis à détecter des athéromes sous clavier, on en a parlé. Par contre, dans les ischémies bilatérales, qu'elles soient de type aigu ou chronique, et c'est surtout le fait de la bilatéralité, l'examen sera réalisé, mais ce n'est pas souvent là qu'on attend des renseignements, puisque le plus souvent, en fait, on va avoir à des pathologies générales de type, atteignant la microcirculation,
en tête desquelles on va retrouver la maladie de Burgère, la sclérodermie, et puis d'autres, on le verra tout à l'heure, qui tournent autour de ces anomalies-là, et puis des pathologies emboliques cardiaques qui peuvent effectivement migrer des deux côtés, mais qui sont en fait plus rares, notamment en cas d'atteinte très distale, que les pathologies générales. Alors en fait, si on repasse en revue, et on a déjà vu un petit peu tout ça, toutes les étiologies que l'on peut retrouver dans ces cas d'ischémie de la main ou des ischémies digitales, que l'on part, à partir du moment où on part ici du cœur, on aura fait effectivement toutes les origines emboliques cardiaques. Puis ensuite, on va dérouler tout l'arbre artériel avec les syndromes du défilé, certaines atteintes dans le cadre de maladies d'Ehlers dans l'os, certaines pathologies anévrismales et notamment des dysplasies, on en a parlé tout à l'heure. Des anévrismes au niveau ici des artères, notamment ulnaires, plus rarement radiales, et puis des atteintes ici, que ce soit de type artériopathique dans la maladie de Burgère ou de type sclérodermie dans le cadre des connectivites et des vascularites. Alors quelques exemples. Un homme de 48 ans, une ischémie avec un début de nécrose digitale que l'on voit ici, et puis effectivement ici un anévrisme au niveau de l'artère ulnaire qui est parfaitement accessible par l'échodoppler. Un autre cas, on en a parlé tout à l'heure, avec ici une ischémie digitale au niveau de la main, au niveau de la main, et ici un diagnostic de dysplasie, dysplasie artérielle. Alors, il y a toujours une question qui se pose dans ces atteintes-là, qui sont la place de l'exploration angiographique. Alors, on peut être amené effectivement à faire des angiographies dans certains cas, ce n'est pas l'examen de première intention, notamment lorsqu'il existe des aspects de lésions emboliques, mais on ne retrouve pas de foyer emboligène classique retrouvé, lorsqu'il existe des suspicions de dysplasie fibromusculaire, avant geste de revascularisation, mais ça a été décrit tout à l'heure. Alors, dans le cadre de contexte de maladie professionnelle, puisque vous savez que, par exemple, le syndrome du marteau est reconnu comme maladie professionnelle, et pour pouvoir abonder en fait le dossier d'indemnisation ou de reclassement professionnel, eh bien, certaines caisses demandent absolument à avoir une preuve angiographique, même si en fait on pourrait très bien le faire simplement par une imagerie non invasive, mais ça dépend un petit peu des caisses, et un certain nombre de caisses demandent systématiquement un bilan angiographique pour pouvoir classer les individus en tant que maladie professionnelle et éventuellement pouvoir les reclasser. Et puis quand en fait on a tout fait et que le bilan est négatif et qu'on va aller rechercher que l'on va éventuellement retrouver des lésions qui ne seraient pas accessibles de manière relativement simple. Et ça, je vais simplement vous montrer cette histoire-là. C'est un homme de 48 ans qui n'a pas de facteur de risque particulier, qui présente une ischémie digitale brutale. L'examen retrouve une thrombose au niveau de l'artère radiale et de la cubitale, au niveau des deux. Et puis en fait, on fait l'ensemble des explorations d'imagerie, et en fait, on ne trouve strictement rien. Donc on est un petit peu embêté. Et en fait, par l'exploration angiographique, on a retrouvé ici des anévrismes de l'artère circonflexe. Alors, on n'explique pas forcément effectivement un anévrisme de l'artère circonflexe qui réembolise dans l'autre sens, mais c'était des anévrismes qui avaient été en fait acquis au décours post-traumatique, et on peut retrouver ça, on a vu tout à l'heure, dans certaines formes beaucoup plus distales dans certains sports, ça a été rapporté dans certains sports, et ça a été également reporté de manière post-traumatique, ici c'était au décours d'un accident de moto. Donc en synthèse, dans ces ischémies digitales ou de la main, c'est un échodoppler en première intention. Lorsqu'il existe des lésions distales uniquement, c'est un recours à la capillaroscopie quasi systématique pour essayer de dépister certaines vascularites. Et lorsqu'on n'a pas d'explication, c'est l'angio-TDM. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, il faut se méfier des associations pathologiques, par exemple syndrome du marteau et Burgère. Burgère est lié au tabac et prise de toxiques, etc. etc. Et il faut avoir des explorations qui soient assez exhaustives pour pouvoir retenir un diagnostic dans ce contexte-là. Alors la biologie, elle n'est pas très florissante, on n'a pas besoin de 50 000 choses. Une exploration des syndromes inflammatoires, une exploration de la numération formule, notamment à visée de certains syndromes myéloprolifératifs,
Bien entendu, une exploration des facteurs de risque cardiovasculaires, notamment le bilan lipidique, électrophorèse des protéines, cryoglobuline dans le contexte de certaines connectivites, ainsi que les ANCA et les anticorps antinucléaires. Alors, quelque chose qui est un petit peu particulier, en fait, c'est ces deux dernières choses, parce que c'est quelque chose que l'on retrouve plus spécifiquement dans ces formes d'atteinte, notamment digitales, qui sont premièrement le syndrome des antiphospholipides, qu'il faut systématiquement évoquer, notamment en cas d'atteinte digitale, distale, et notamment en cas de bilatéralité de ces atteintes-là. Et puis ce sont quelque chose qu'on a découvert en fait ces dernières années, alors que l'on peut retrouver éventuellement sur la numération formule sanguine, mais parfois la numération formule sanguine peut être prise en défaut. Ce sont toutes les problématiques des syndromes myéloprolifératifs, en tête desquels essentiellement la thrombocytémie essentielle dans le contexte de ces ischémies digitales, et qui peuvent être dépistés par des recherches de mutations génétiques acquises, enfin ce sont des clones malins en fait, et qui vont s'exprimer sous forme essentiellement de pathologie thrombotique d'entrée dans la maladie. Alors, le traitement, alors je ne reviens pas bien entendu sur toute la problématique des traitements chirurgicaux. Alors, le traitement, effectivement, il est étiologique. Il est dans les soins locaux, notamment en cas d'atteinte d'ulcération digitale. Alors, sur le plan des traitements médicamenteux, on a relativement peu de choses à notre disposition. On a bien entendu l'héparinilisation, notamment quand il existe des atteintes emboliques ou bien en cas de syndrome des antiphospholipides qui justifient un recours à un anticoagulant. On peut utiliser effectivement des prostaglandines à visée vasodilatatrice dans certaines formes d'ischémie digitale. C'est quelque chose qui est fait relativement souvent, notamment dans les connectivites avec ulcération digitale. Des antiplaquettaires, on ne connaît pas très bien la place en l'absence d'athérosclérose, mais c'est classiquement utilisé. Et puis on en a parlé tout à l'heure, des sympathectomies qui peuvent être thoraciques, c'est relativement rare, mais les sympathectomies digitales effectivement sont souvent utilisées, notamment dans la problématique de la cicatrisation des ulcérations digitales. Voilà, et je vous remercie. Merci. Des questions dans la salle? Est-ce qu'il peut y avoir une origine néoplasique à ces ischémies digitales? Néoplasique? Oui. Paranéoplasique? Paranéoplasique. Alors oui, il peut y avoir effectivement des thromboses paranéoplasiques, avec notamment, alors c'est pas tant des ischémies au stade d'ischémie, mais c'est surtout effectivement des ischémies au stade de troubles trophiques et notamment d'ulcération digitale. Le problème des syndromes paranéoplasiques, c'est un petit peu comme dans les maladies thromboemboliques, c'est que quand on n'a pas de point d'appel vraiment très particulier, la pêche est en général très peu fructueuse. Avec un focus quand même un peu particulier dans ce qui est effectivement paranéoplasique, qui est ce qui tourne autour des syndromes myéloprolifératifs. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu surgir, maintenant ça fait à peu près 5 ou 10 ans, avec on va dire une prévalence qui est relativement forte dans ce type d'atteinte par rapport à des autres atteintes de type artérielle haute, par exemple des membres inférieurs, qu'on ne trouve jamais. Une question? Merci. Mais alors finalement, après, en fonction de ce qu'on s'est dit cet après-midi, quand on est dans une situation d'ischémie aiguë de la main, qu'elle soit bilatérale, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va vers tout de suite quelque chose de vascularite inflammatoire avec un bilan tout de suite, ou est-ce qu'on se met tout de suite vers plutôt une orientation chirurgicale? Parce qu'effectivement, on a tendance il ne faut pas perdre beaucoup de temps, quoi. Du coup, voilà. Non, il ne faut pas perdre beaucoup de temps, mais disons que les atteintes bilatérales, si on les prend d'un côté, on va dire mécanique, elles sont quand même essentiellement le fait d'origine embolique, d'origine cardiaque. Alors on peut toujours effectivement avoir une atteinte tronculaire bilatérale, mais enfin c'est quand même relativement rare. Et le côté bilatéral doit vraiment orienter soit sur une problématique embolique mais centrale, on va dire, et le premier d'entre eux c'est le cœur, soit vraiment sur des atteintes qui sont de type plutôt systémique que des atteintes, on va dire, artérielles, mécaniques entre guillemets. Même s'il faut aller relativement vite dans les deux cas, parce que des décompensations de troubles digitaux dans certaines connectivites, ça peut aller quand même relativement vite.
avec des traitements spécifiques qui sont quand même adaptés, puisqu'on a maintenant, notamment dans le domaine de la sclérodermie, des AMM spécifiques pour certains médicaments, comme le Tracleer par exemple, dont l'une des indications est justement l'ulcération digitale de la connectivité. Allez, une dernière question. Oui, la question va peut-être paraître étrange, mais vu que vous exercez à Grenoble, est-ce que vous avez eu à gérer des ischémies digitales chez des alpinistes qui auraient pris le gel, et quelles sont les techniques de sauvetage des doigts? Oui, alors les gelures, nous on les voit surtout effectivement au niveau des membres inférieurs, tout simplement parce que c'est là où les pieds sont dans la neige. Alors le traitement médical des gelures passe avant tout par des vasodilatations systémiques, et c'est l'Ilomédine. Et classiquement, et puis réchauffement et protection des pieds. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, sachant que toute la problématique de résection et amputatoire est quelque chose qui doit être repoussé le plus possible dans le temps, parce qu'en fait on s'aperçoit qu'on n'ampute quasiment plus de malades atteints de gelures. Mais les gelures des doigts, on en voit, mais c'est assez rare. C'est essentiellement les pieds quand même. Robin. Une dernière question, Gilles. Au niveau médicamenteux, vous rencontrez beaucoup d'ischémie digitale sur des injections périphériques ou sur des médicaments à base d'ergot, des choses comme ça? Non, mais les ergots, on n'en a quasiment plus. Les injections, bon, pourquoi pas. Après, c'est toute la problématique plutôt de la maladie de Burger et des associations tabac-cannabis. Bon, mais voilà, ça fait partie du package du Burger, et voilà. Mais sur des étiologies purement médicamenteuses, c'est quelque chose qu'on voit plus trop. Gilles, l'endocardite infectieuse et les injections de toxicomanes intra-artériels, ça fait aussi partie des risques? Oui, mais bon, c'est quand même assez rare, et quand on fait de l'exploration notamment de cardiopathie emboligène, alors je ne vais pas tout détailler, mais de toute manière, il y a une écho-cœur systématique qui est faite, et les végétations, on les voit à ce moment-là. Juste un dernier commentaire. L'Ilomédine, on est un peu déçu. Tu préconises un traitement court de 5 jours et on voit si le patient est répondeur. Alors, ça et dépend. on continue ou on part d'emblée sur un traitement de 4 semaines? Ça dépend. C'est vrai que quand on a affaire à des rénaux simples, enfin, des ischémies dans le cadre de rénaux simples, on fait des cures d'Ilomédine qui sont plutôt courtes. Lorsque l'on est dans des troubles trophiques avec des atteintes nécrotiques dans le cadre de la sclérodermie, on part effectivement sur des utilisations beaucoup plus allongées, de type ce que l'on fait dans le Burger sur 3 semaines. C'est la même chose pour les gelures. La tolérance. Quand c'est pas toléré, mais on fait tout pour que ce le soit. Non, c'est notamment un problème de montée en dose. C'est là où en fait, c'est dans la montée des paliers qu'on a des soucis. Après, une fois qu'on est au plateau, c'est bon. La problématique de l'Ilomédine sur des périodes relativement longues, c'est pas tellement la tolérance, mais c'est plutôt l'abord veineux. Mais ça, maintenant, bon, on a des solutions. Très bien, merci beaucoup.